Bonjour Pierre Lemaitre. Bonjour. Vous êtes romancier, prix Goncourt 2013 pour le livre Au revoir là-haut, 1 million d'exemplaires vendus. Ce livre qui est devenu un film signé Albert Dupontel. Livre qui racontait une arnaque au monument aux morts en 1919, juste après la Première Guerre mondiale. Pourquoi je le cite? Parce qu'on parle d'histoire. C'était le premier d'une trilogie. Et là, vous revenez avec une nouvelle trilogie, La famille Pelletier, dont voici le premier roman qui sort ces jours-ci. Ça s'appelle Le Grand Monde. C'est chez Calman Levy. Avant de demander ce que va raconter cette trilogie, ce que raconte le livre, d'abord, il faut dire il y a plusieurs histoires enchâssées. C'est l'histoire d'une famille. Oui, c'est une saga familiale. Alors, la particularité de ces sagas, c'est qu'on va suivre en même temps tous les personnages et on va guetter le moment où, naturellement, ils se croisent, les frères, les sœurs, avec les parents. Bon, voilà, c'est un petit peu le jeu de cache-cache qu'on joue en permanence avec le lecteur. Comment vous avez choisi cette famille Pelletier? Ils sont à Beyrouth. On est juste après la Seconde Guerre mondiale. Pourquoi cette ville? Pourquoi cette date? Alors, je ne peux pas vous le dire. Je ne peux pas vous le dire parce que... je me disais, qu'est-ce que je peux lui demander sans lui demander, tout en le faisant parler quand même, ce Pierre Lemaitre. Alors écoutez, j'ai besoin d'une famille française typique. C'est une fratrie de 4. Elle n'est pas tout à fait typique, puisque le père et la mère sont à Beyrouth, ils ont une usine de savon, les enfants, il y en a qui vont faire des études à Paris, il y en a d'autres qui part rejoindre un homme qui fait la guerre d'Indochine, et là aussi il y a un autre contexte, je vous demanderai pour quelle raison. On a beaucoup parlé de la guerre d'Algérie, très très peu de la guerre en Indochine. Pourquoi cela vous a intéressé? Je vais prendre par ce biais pour commencer. D'accord, alors je vais quand même revenir sur votre reprise, Philippe. C'est une famille assez typique de l'époque. À partir des années 20, beaucoup de familles françaises vont partir dans les colonies. Alors ça sera soit au Maghreb, ce sera au Maroc, ça sera en Afrique ou en Indochine ou au Liban. En fait, c'est assez courant là-bas. Donc en fait, quand je dis que c'est une famille française à peu près typique, c'est une famille française typique de l'époque. Vous avez tout à fait raison. La guerre nodale des 30 Glorieuses, c'est la guerre d'Algérie. Alors, c'est assez simple à saisir. La guerre d'Algérie était une guerre de conscription. C'est-à-dire que les Français envoyaient leurs enfants en Algérie, avaient peur pour eux, et ils avaient bien raison, alors que la guerre d'Indochine a été une guerre confiée uniquement à des militaires de carrière. En fait, les Français de métropole comprenaient très bien que cette guerre ne les concernait pas vraiment. C'était une guerre du capital, absolument une guerre capitaliste. Et en plus, comme ils n'y envoyaient pas leurs enfants, il n'y avait pas de lien charnel, en quelque sorte, avec ce conflit. Puisqu'on est en Indochine, on y reste. Vous racontez une énorme arnaque qui a eu lieu là-bas dans les années 50. Une arnaque autour de la parité entre la monnaie locale, les piastres et les francs. C'est très complexe. Essayez de l'expliquer sommairement. Alors, vous me faites vraiment penser à Bourdieu, qui disait « Vous avez travaillé 30 ans sur un sujet, vous avez 30 secondes pour nous l'expliquer. » C'est tellement ça, vous avez raison. Écoutez, c'est assez simple. La parité, ça veut dire qu'on achète une monnaie dans une autre monnaie. En clair, la piastre, ça vaut 8 francs. Normalement, si vous donnez une piastre, on vous donne 8 francs. Bien. Quelqu'un a décidé, le Père Noël du capitalisme est passé à Noël 45, il a dit, ça ne sera pas 8, ça sera 17. Ça veut dire que le prix de cette monnaie a doublé. En clair, vous, Philippe, vous êtes en Indochine, vous m'achetez en France quelque chose, vous envoyez 10 piastres, vos 10 piastres valent d'un seul coup 10 fois 17 francs. Vous avez doublé votre fortune, et si vous récupérez cet argent, vous me le renvoyez et vous doublez à nouveau, et si vous le récupérez, vous le doublez une troisième fois. En fait, le capitalisme a inventé le mouvement perpétuel. Pourquoi j'en parle? Parce que vous dites que c'est cette combine qui finance la guerre. Oui, alors ça, on va le découvrir au cours du livre. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que cette guerre n'est pas gagnable et le gouvernement le sait depuis très longtemps. Donc en fait, il va remplacer une faiblesse militaire, une impossibilité de gagner cette guerre de guérilla pour laquelle il n'est pas adapté. Il va tenter d'acheter le pays et la piastre va servir en quelque sorte à acheter le pays. Ça va coûter 1 milliard par jour. Il y a un des frères qui est là-bas en Indochine, retrouver un amant. Il y a un personnage d'homosexuel. Et c'est assez notable pour être signalé. Les parents considèrent ça comme normal, donc c'est pas non plus des esprits arriérés. Il y a un autre frère qui se lance dans le journalisme. Je ne vais pas raconter ce qui lui arrive, mais là, il y a un très très bel hommage à la presse écrite de la grande époque. On reconnaît François. Oui, tout à fait. Le modèle, c'est François, et mon directeur de journal, c'est évidemment, avec un autre physique, Lazareff. Il faut comprendre, pour tous ceux de nos auditeurs qui ne connaissent pas cette période, que François a été le grand quotidien emblématique de cette période. Imaginez, c'est inimaginable aujourd'hui, il tirait à 1 million d'exemplaires par jour, il faisait 3-4 éditions par jour. Ouais. C'était vraiment le grand quotidien. J'explique aux jeunes, on achetait le journal le matin, il y avait des rebondissements, et il y avait une nouvelle édition qui sortait à 18h. Exactement, et ça jusqu'à 18h, et on en vendait plus d'1 million par jour. À la mort de De Gaulle, je crois que c'est 2 millions dans la journée. Bon, c'est inimaginable aujourd'hui. C'était l'équivalent des chaînes d'infos continues. C'était l'équivalent. Papier. Alors, vous croyez pas assez bien dire, parce que je crois que d'une certaine manière, Lazareff avait réussi ça. Dès sa première page, il avait une espèce
espèce de vitrine de l'actualité dans laquelle se mêlait avec beaucoup d'habileté la diplomatie, la politique, l'entertainment. On avait aussi bien Brigitte Bardot que Guy Mollet. Et en fait, il avait très très bien réussi ce mix. Parfois, on est déçu par les légendes. Moi, j'aimais beaucoup Deep Purple, mais quand je réécoute, je trouve que c'est assez faible, alors que Led Zeppelin a bien vieilli. C'était juste pour faire comprendre le sens de ma question. Vous avez travaillé en retournant, en allant lire les numéros de François de l'époque. Est-ce que c'est aussi bien que l'image que vous en aviez, que le souvenir? Alors, c'est aussi bien... À relire. Alors, écoutez, je ne lis pas d'une manière objective. C'est-à-dire que si je lis pour le plaisir, je ne lis pas pour le travail. Donc, en fait, si vous voulez, mon œil est un petit peu aiguisé, je cherche des choses, et je ne suis pas... En fait, vous savez, vous ne regardez que ce que vous cherchez. C'est vrai. Donc, mais cela dit, c'est très fascinant de regarder ce qu'était le quotidien en 1946 quand il est créé, et 4 ou 5 ans plus tard, la métamorphose est complète, et ce journal arrive à maturité extrêmement vite, et c'est certainement une des raisons de son succès. Je veux dire par là, est-ce que les papiers sont aussi passionnants que l'image que vous en faisiez? Ah oui, c'est aussi passionnant parce que vous avez connu, je crois, Lucien Baudard. Oui, je l'ai connu, il était très très âgé, il revenait d'Indochine, il racontait ses guerres. Moi j'étais très jeune, j'étais jeune journaliste à Actuel. Ouais. Mais c'était, alors on avait aussi bien Kessel que Baudard, voilà, on avait des très très grandes signatures, et l'astuce de François, c'était que on ne faisait pas un article, on racontait une histoire. En clair, vous aviez des journalistes, ils écrivaient comme des aventuriers, ça plaisait beaucoup au public. Là, on parle sérieusement. Il y a aussi beaucoup d'humour dans. Mais j'ai parlé sérieusement de depuis Pierre le début, Lemaitre. Philippe. Je sais, j'ai bien. Je veux dire que vous faites. C'est au tout début, vous faites la différence entre un con et un imbécile. J'ai beaucoup aimé. Vous dites ça. Si tu expliques 3 fois un truc à quelqu'un et qu'il le comprend pas, c'est un imbécile. Mais si à la fin, il est certain de l'avoir compris mieux que toi, alors t'as affaire à un con. Je sais pas comment enchaîner. Juste pour dire qu'on va parler de votre enfance. C'est une sorte de saga familiale, celle de Pierre Lemaitre. C'est Lisa Marie Marquez qui arrive. C'est le portrait pré-fame de notre invité. Culture Média continue.